Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Belles Lettres, votre magazine littéraire qui reçoit pour vous un grand monsieur, Pi Tshibanda, psychologue, écrivain et conteur congolais qui vit en Belgique. C'est avec lui que je vais m'entretenir autour de la littérature et de quelques-unes de ses œuvres. Découvrez mon invité à travers cet élément. Pi Tshibanda est un psychologue, écrivain et conteur congolais né à Kolwezi dans la province du Katanga et installé depuis 1995 en Belgique. Après des études de psychologie à l'université de Kisangani, il travaille de 1977 à 1987 en tant que professeur des humanités secondaires, conseiller d'orientation scolaire et directeur des études dans divers établissements du Katanga. De 1987 à 1995, il est psychologue d'entreprise à la Jekamine à Lubumbashi. En 1995, une épuration ethnique à l'encontre des Aïrois originaires du Kasaï éclate au Katanga. Pi Tshibanda estime devoir dénoncer les massacres dont il a été témoin. Devenu un témoin gênant, il est contraint avec sa famille de quitter le Congo où il est en danger de mort. Il obtient l'asile politique en Belgique. En 1999, il crée son premier spectacle, Un fou noir au pays des Blancs, où il relate son histoire et pose avec humour un regard critique sur la façon stéréotypée dont les Belges considèrent ses compatriotes. Son second spectacle s'intitule Je ne suis pas sorcier, où il y compare la modernité occidentale et les traditions africaines avec leurs problèmes respectifs. Il est l'auteur d'une quinzaine de livres parmi lesquels Je ne suis pas un sorcier roman, Londola au cercle volant nouvelle, Train des malheurs récit, Un fou noir au pays des Blancs roman. L'invité des Belles Lettres révèle que la base de son engagement littéraire, c'est la souffrance. La souffrance, dit-il, peut vous ranger, elle peut amener à être agressif, mais la souffrance peut être sublimée. Et pour Pi Tshibanda, écrire est pour lui une façon de sublimer la souffrance. Bonjour, monsieur Pi Tshibanda. Bonjour. Bienvenue à Belles Lettres. C'est un honneur et un privilège pour nous de vous recevoir sur ce plateau de Belles Lettres. Et d'emblée, nous vous disons merci pour votre disponibilité. Merci. Avant, je pensais que c'était l'exil qui était à la base de votre engagement littéraire. Mais quand j'ai parcouru votre bibliographie, je me suis rendu compte que vous écriviez déjà bien avant l'exil. Qu'est-ce qui a été à la base de votre engagement littéraire, de votre amour pour l'écriture, la littérature? À la base de mon écriture à moi, il y a la souffrance. Je suis quelqu'un qui a beaucoup souffert dans ma vie. Lorsqu'on éprouve ou on a souffert, il y a quelque chose de l'ordre de la souffrance en nous. Cette souffrance-là, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on en fait? La souffrance peut vous ronger, la souffrance peut vous amener à être agressif, mais la souffrance, vous pouvez la sublimer. Et sublimer, pour moi, c'était mettre ça par écrit. Imaginez par exemple que je suis un professeur, j'enseigne dans des écoles, je fais de mon mieux pour que mes élèves comprennent ce que j'explique. Et à la fin du mois, je m'attends à un salaire, mais le salaire ne vient pas. À ce moment-là, je suis en colère. En colère, pas contre les enfants, mais contre les qui ne me payent pas. Et peut-être que j'ai une femme à la maison qui souffre, les enfants qui attendent aussi. Et tout ça, ça vous met dans une situation telle que il faut créer un équilibre. Vous êtes déséquilibré. Et alors moi, mon équilibre, c'était l'écriture. Et une fois que j'écris, les autres personnes qui sont dans la même situation que moi vont s'y retrouver. Et ils vont me remercier d'avoir parlé à leur nom en disant « Ah, je ressens la même chose, mais je n'avais pas de mots pour les dire. Toi, au moins, tu as parlé à mon nom. » À ce moment-là, l'écrivain devient la voix des sans-voix. Donc j'avais bien écrit longtemps. D'ailleurs, mon premier livre s'appelait Femme libre, femme enchaînée. Le deuxième s'appelle Décolosé à Kassage. Je ne suis pas sorcier. L'onde à l'eau, l'escalier volant. Tous ces livres, j'avais déjà écrit avant que je ne parte en exil. En exil, c'est seulement Un fou noir au pays des Blancs avant qu'il soit trop tard, À la recherche de mon père et bien d'autres livres encore. Mais mon écriture, je commençais avant. Donc, un homme sensible, oui, qui éprouve de l'empathie pour les gens, oui, qui se met à leur place et qui prend la parole pour défendre les faibles. Ça, c'est ma motivation en tant qu'écrivain.
À part cet aspect, à part la souffrance, il n'y a pas autre chose, la beauté de mots par exemple? Il y a la beauté, n'oubliez pas que nous, les gens de ma génération, Oui. nous avons étudié à l'époque où, filles et garçons, nous n'avions pas le droit de nous voir. Oui. Il y avait les collèges des garçons par là, les lycées des filles par là. Et entre les deux, vous avez l'église au milieu. Et de l'autre côté, vous avez les camps des professeurs. Et puis les couvents des pères. De l'autre côté, le couvent des sœurs et un autre camp des professeurs. Si vous essayez de passer pour aller draguer les filles, un prof va vous voir. Si un prof ne vous a pas vu, un prêtre vous verra. Si un prêtre ne vous a pas vu, Dieu va vous voir devant l'église. Si Dieu ne vous a pas vu, une sœur, etc. Vous allez me dire, mais pourquoi ne pas passer par l'arrière? L'arrière, c'était le cimetière. Et nous, on ne pouvait pas passer au cimetière avant d'aller draguer les filles. Puisqu'on nous éduquait comme ça de manière séparée, or les sentiments, nous les éprouvions. Et comme on éprouve les sentiments, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on les exprimait à travers les lettres. Il y avait des lettres qui allaient de l'internat des garçons à l'internat des filles et vice-versa. Des lettres d'amour. Mais ces lettres-là, c'était de la poésie. Vous vous imaginez, je vois une fille qui passe et je lui écris, mademoiselle, quand je t'ai vu passer dans le groupe avec les autres filles, tu avais l'air d'une étoile qui brillait au firmament. Et depuis que je t'ai vu, il plaît dans mon cœur comme il n'a jamais plu sur la terre. Alors j'écris cette lettre pour déclarer ma flamme. Réponds-moi. Si je reçois une réponse positive, je croirai l'adage qui dit, aussi long que soit la nuit, les jours finissent par venir. Ça, c'est moi qui écris comme ça. Mais la fille qui a la lettre, elle va prendre aussi une feuille, elle va dessiner un cœur avec une flèche, elle va dessiner une rose, elle va dire, chérie, ne t'en fais pas. Avant même que tu m'écrives, je t'aimais déjà. Il était écrit quelque part que nos chemins allaient se croiser. Alors puisqu'on se retrouve, je te tiens la main, marchons vers l'horizon, empreint de notre bonheur. Vous voyez, des lettres comme ça, c'était de la poésie. Oui. Et ça, c'est les sentiments, oui, mais les sentiments, on les exprime de manière, avec de belles lettres. Donc, et même mon premier livre, qui s'appelle Décolosé à Kassaji, ou Les amours perdus d'un adolescent, ça partait des lettres que j'avais écrites aux filles et des lettres que j'avais reçues, avec les déceptions qui s'ensuivent aussi. Alors, on est triste, on écrit des lettres joyeuses. Donc, il y a la beauté dedans. Quelle est la conception que vous vous faites de la littérature? La conception que je me fais de la littérature est que l'être humain, il a des sentiments positifs et négatifs. Ces sentiments doivent sortir. Si les sentiments ne sortent pas, vous êtes déséquilibré. Mais quand vous écrivez, vous vous apaisez. C'est pour ça qu'on dit que l'écriture a des vertus cathartiques. On écrit pour son équilibre. C'est ainsi que vous verrez même des gens qui disent « j'écris pour moi-même ». Mais je pense qu'ils exagèrent un peu. Même si on dit on écrit pour soi-même, on a besoin d'être lu. Et à partir du moment où on est lu, on n'écrit plus pour soi-même. On écrit pour soi-même d'abord, mais pour les autres aussi. Pour soi-même, pour s'apaiser, parce que l'écriture a des vertus cathartiques, comme je viens de le dire. Pour les autres, parce que je peux parler en leur nom, ou alors ils sont mes destinataires de ce que j'écris. Quel regard portez-vous sur la littérature congolaise? Faites attention avec la littérature congolaise. Oui. Dans la littérature congolaise, il y a des étapes. Nous avons eu une certaine étape des années 70, par exemple, où les écrivains n'étaient pas très nombreux. Alors, ils écrivaient. Souvent, vous aviez aussi des gens qui étaient tous de la faculté des lettres. Oui. Et ils écrivaient. Ces gens-là, je les félicite parce qu'ils sont des pionniers, mais en même temps, ils n'ont pas toujours fait du bien à la littérature. Pourquoi? Parce que si c'était un professeur qui avait écrit, il y avait un assistant pour l'encenser, lui, le prof. Et ce n'était pas gratuit. Hein? Et quand il avait encensé son prof, et lui, il termine bien ses études, il va aux humanités, il va enseigner son prof. Alors à ce moment-là, on a même fait une distinction au Congo, où il y avait une littérature qu'on appelait littérature intellectualiste et une autre qu'on appelait littérature populaire. C'était une grosse bêtise. Je sais que Zamenga est mort en colère parce qu'il y avait des gens qui trouvaient que non, c'est médiocre ce qu'il écrit. Alors que dans le monde, il y avait des gens qui faisaient des thèses de doctorat sur les textes de Zamenga. Le livre que j'ai écrit qui s'appelle Train de malheur, Oui. ce livre, je l'ai écrit il y a 20 ans. Mais au moment où je l'ai écrit à Lubumbashi, on m'a donné un prix. Mais j'ai vu des gens du monde universitaire qui se donnaient le droit de légitimer la littérature et qui faisaient une critique un peu négative. Mais moi, quand on critique, je prends ce qui me convient, ce qui peut m'aider à avancer, le reste, j'oublie. Mais est-ce que vous pouvez vous mettre en tête que 20 ans plus tard,
Je reçois une lettre des États-Unis. Une prof des États-Unis me dit, j'enseigne la littérature française, la littérature francophone à l'université de New York. Et au programme, nous avons le livre Train de malheur. Dites-moi où est-ce que je peux l'avoir. Et on a dû réimprimer pour lui envoyer. Et quand les étudiants des Américains ont lu, on a demandé que je puisse répondre aux questions de ces étudiants-là par Zoom, ce qui a été fait. Donc voilà un livre critiqué ici et on l'étudie aux États-Unis. Donc cette tranche de littérature-là, où vous avez des gens qui écrivent, parce que c'est eux qui enseignent la littérature, avec une tendance de dire voici comment on écrit, et qui sont en train de s'encenser entre eux, je ne pense pas qu'ils ont joué un bon rôle à ce moment-là. Mais alors, leur littérature, il y a eu d'abord une littérature dans les années 60, à l'indépendance, où on exalte les valeurs traditionnelles. Et puis, il y a une autre littérature où on va se révolter contre les nouveaux maîtres, la dictature. Et je pense qu'il doit y avoir une maturité aussi, une littérature qui n'est pas dans la revendication, qui n'est pas dans la révolte, une littérature qui exprime les sentiments, qui exprime le beau. Mais moi particulièrement, ma littérature puise du social aussi. Quand j'écris un livre qui s'appelle « Je ne suis pas sorcier », à quoi est-ce que je fais allusion? Je me révolte contre tous ces enfants que nous voyons dans la rue, accusés d'être des sorciers. Et je me mets dans leur place, parce qu'ils n'ont pas de mots. Et à leur place, je dis « Je ne suis pas sorcier ». Une manière de dire aux Congolais, lorsque quelque chose t'arrive, il ne faut pas toujours pointer le doigt accusateur sur autrui. Quand tu as le doigt accusateur pointé sur quelqu'un, regarde les autres doigts, ils te pointent à ton tour. Et c'est justement quand nous allons apprendre à nous regarder aussi, que nous allons corriger nos attitudes, que nous allons construire ce pays pour aller de l'avant. Donc, si vous voulez que je me résume mon regard sur la littérature congolaise, eh bien, il y a eu donc cette littérature dont je parle. Et dès que l'un de ces gens-là avait publié un livre, il passait à la télévision, ils en parlaient, etc. Alors que nous qui étions à l'intérieur, on n'avait pas l'accès au plateau télé. Alors c'est une littérature où on s'exalte soi-même, etc. Bon, moi j'ai leur dit bonjour à tous ces gens-là, mais je pense que la littérature de la revendication, c'est une étape qui doit passer. Maintenant, on doit se poser la question, bon, vous êtes révolté contre l'ancien maître, vous êtes révolté contre les dictateurs, et maintenant on fait quoi? Parce que la situation semble être toujours la même. On doit se poser des questions. J'aimerais que vous puissiez réagir à cette phrase du sénateur Didier Moumengi. Il dit ceci, je cite, « D'aucuns pensent qu'au Congo, la littérature peine à définir son rôle dans une société congolaise en incessante descente aux enfers et parlent de crise des concepts de littérature au Congo et en Afrique. » Lorsqu'on dit crise de concept de littérature au Congo et en Afrique, il faut dire que la littérature, pour qu'elle soit littérature, donc belles lettres, il faut des gens bien formés. Or, quand vous regardez comment les enseignants sont traités dans ce pays, quand vous regardez comment les écoles aujourd'hui n'ont même pas de livres, les écoles n'ont pas de bibliothèques. Rappelez-vous, jadis, quand on avait une section pédagogique, on avait en même temps une section école d'application. Comme ça, les élèves vont faire l'application. Quand on avait une section de chimie, on avait un laboratoire aussi. Quand on était des gens de lettres, il y avait une bibliothèque, etc. Mais tout ça n'existe plus. Les gens étudient comme ça. Il y en a qui terminent les humanités, il n'a pas lu un seul livre. Alors que nous, quand on était jeunes, c'était chaque samedi, on exposait un livre qu'on a lu dans la semaine. C'est vrai qu'il y a une crise à ce niveau-là. Mais en même temps, vous avez des gens qui sont sortis du pays. Vous avez des gens qui étaient déjà bien formés, qui écrivent quand même. Et même, je vais dire, le moment de crise, ça peut être un moment fécond pour la littérature. La crise n'empêche pas d'écrire. Mais il serait peut-être bien de faire un peu une sorte de recensement pour voir, pendant ce moment ici, qu'est-ce qui s'est produit. Je ne suis pas contre ce que le sénateur dit, mais on pourrait un peu recenser, voir qu'il y a quand même des textes. Hein. Est-ce qu'il m'a lu, lui? Est-ce qu'il a lu Clémentine? Est-ce qu'il a lu Bofane? Est-ce qu'il a lu le jeune homme là que j'ai vu qui écrit Fiston là? Est-ce qu'il a lu Chisungu au Canada? Est-ce qu'il a lu Ngandou? Donc il y a des choses qui se font, peut-être pas ici. Mais alors il faut aussi donner l'occasion à la littérature d'être diffusée. Le problème c'est la diffusion. On peut écrire un livre, il reste dans les cartons. Mais diffuser, c'est avoir des réseaux de distribution, d'avoir des librairies, d'avoir des occasions où les élèves peuvent emprunter et lire. C'est peut-être ça qui manque. Est-ce que la littérature peut quelque chose par rapport à cette crise incessante?
Mais la littérature, société congolaise. la littérature fait quelque chose. C'est pour ça que les écrivains, souvent, doivent faire attention. Ce sont des gens qui ne sont pas toujours aimés par les politiques, au pluriel. Pourquoi on ne les aime pas? Parce qu'ils dénoncent. Un écrivain qui ne parle pas, on peut dire qu'il est complice. Son silence devient un silence complice. Je vais citer des mémoires. Le dernier livre que j'ai écrit avant de quitter le Congo s'appelait « Un cauchemar », écrit en 1991. Mais je me rappelle le dernier paragraphe de ce livre-là. Je le cite de mémoire. Hein. C'est que c'est le personnage qui dit « Je vais partir, mais je regarde le ciel de mon pays et je vois qu'il est couvert. Un nuage de sang est suspendu sur mon pays. Qu'est-ce qu'il nous fait augurer pour l'avenir ?» Ça se termine comme ça. J'ai parlé d'un nuage de sang en 91. Or, depuis 91 jusqu'à aujourd'hui, c'est la pluie de sang qui tombe sur mon pays, à l'est du Congo et ailleurs. À ce moment-là, on va dire que l'écrivain, c'est un visionnaire. Il a vu avant ce qui allait arriver. Mais puisqu'il a vu, qu'il a écouté. Par contre, les nôtres pouvaient dire, pourquoi tu dis ça? Où est-ce que tu vois le sang? Et il peut être arrêté. Donc, un écrivain, pour moi, c'est un dérangeur, mais qu'il faut qu'il dérange dans le sens du bien, pour inciter les gens à travailler, à aller de l'avant. Donc, dans cette crise, la littérature peut aider au redressement moral, et puis à conscientiser, et puis à aiguiller ceux qui ont le pouvoir pour qu'on aille dans un bon sens. Que faut-il faire pour que cette littérature atteigne un plus grand nombre et soit à même de forger un imaginaire collectif? Rappelez-vous à l'époque des Zamenga, parce qu'il y a eu un moment où Zamenga publiait presque chaque trimestre, oui. Et il tirait à 10 000 exemplaires qui se vendaient dans moins de 5 mois. À cette époque-là, les gens avaient un pouvoir d'achat. Même un élève pouvait acheter un livre, le professeur aussi. Mais aujourd'hui, l'élève n'a plus de pouvoir d'achat. L'étudiant n'existe plus, qui avait une bourse dans le temps et qui pouvait acheter un livre. L'étudiant aujourd'hui n'a plus une bourse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Ce qu'il faut faire, c'est avoir une politique culturelle. Le ministre des Cultures, je l'interpelle. Il doit savoir que dans les autres pays, quand on a un budget pour la culture, dans ce budget-là, on peut prévoir aussi les livres. Dans d'autres pays, les éditeurs sont aidés. Et quand on les aide, ils publient des livres et ils ne sont pas préoccupés à devoir récupérer leur argent. Une partie étant subventionnée par l'État, les livres peuvent coûter moins cher. Et si les livres coûtent moins cher, il sera à la portée du public. Ça, c'est déjà une chose. J'ai vu que le Centre Wallonie-Bruxelles a un service où on va dans les écoles avec une bibliothèque ambulante. Bon, mais ça, c'est seulement ici. Est-ce que ça se passe dans les autres provinces? Voilà, donc c'est des choses qu'il faut élargir, des initiatives qu'il faut élargir. Et alors, nous qui avons des livres dans nos pays, dans les villages où nous avons étudié, passé jadis, il n'y a presque plus rien. Il faut que tous les gens qui ont terminé, qui ont des moyens, qu'ils pensent à donner dans l'école des livres, etc. Donc, il faut toute une politique promotionnelle, lancer des concours d'écriture, dire aux jeunes, voilà, on lance un concours pour l'écriture de nouvelles. Et celui qui va avoir le premier prix, sa nouvelle sera publiée, éditée, et puis, ou alors il aura tel montant. Donc, c'est comme ça qu'on incite. Il y a des incitants à leur concours, incitant à leur bibliothèque, incitant subventionner, aider les éditeurs pour qu'ils publient. Et voilà, c'est comme ça qu'on doit faire. Si on peut revenir aux écrivains, si les écrivains congolais devaient penser ou écrire le Congo, comment doivent-ils s'y prendre? Ils doivent le faire en quels termes? Traiter quelle problématique? Ah, ça dépend d'un chacun. Oui. J'ai toujours considéré, moi, que l'écrivain, c'est quelqu'un qui a une double vue. Oui. Et comme on a une double vue, hein, il y a des choses que le commun des mortels va regarder et nous regardons ensemble. Lui, son regard s'arrête là et moi, ça continue. Je donne un exemple. Imagine que nous sortions ensemble et devant nous, un véhicule a tamponné un enfant qui sortait de l'école. Alors, vous avez les cartables par là, les pantoufles de l'enfant par là, et lui-même éjecté loin de là, en mal en point, en train de saigner, au risque de mourir. Ça, c'est la scène. On peut demander à quelqu'un qu'est-ce qui se passe, il va raconter cette scène-là. Mais moi, quand je vois une scène comme ça, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais aller... Je
voir peut-être la mère de l'enfant. Je vais me dire, le pauvre, en ce moment, peut-être que sa maman est au marché en train de vendre. Cette dame qui est au marché, elle va entendre le téléphone qui sonne. Maman, reviens vite à la maison. C'est le fils aîné qui lui dit. Ce qui est arrivé, elle va dire, mais non, mais on achète bien. Pourquoi voulez-vous que je revienne? Maman, s'il te plaît, viens, viens. Et la dame va se dire, bon, si on m'appelle, c'est quelque chose d'important. Elle demande à ses copines, gardez-moi ça pour eux, je vais aller voir. Elle arrive, elle voit chez elle un attroupement de gens. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Elle tremble, mais dites-moi qu'est-ce qui est arrivé? Et là, elle voit un véhicule qui est l'ambulance et un autre véhicule qui est la police. Alors la police prend le chauffard et l'amène d'un côté et l'ambulance prend l'enfant et l'amène de l'autre côté. La mère, devant cette scène, elle se jette sur l'ambulance pour accompagner son enfant et on la retient. Et quand on arrive, on prend l'enfant, on le met dans la salle d'urgence et les médecins sont autour d'elle. Et elle est dans son coin en train de trembler pourvu que mon fils ne meure pas. Jusqu'au moment où ça se calme un peu du côté des médecins. Et le médecin directeur vient vers elle, la regarde dans les yeux et lui dit, Madame, nous avons pourtant fait notre possible pour éviter le drame. Et la dame entend ça, elle se jette dans l'air, elle déchire les vêtements, elle commence à pleurer, et ainsi de suite. Peut-être que le mari viendra, etc. Mais vous voyez, j'ai vu une scène, et la scène m'amène. Donc, les sources d'inspiration, mais que de sujets. Il suffit d'ouvrir les yeux, il suffit de regarder. Une mère qui, pendant que je vais avec vous en voiture, vous me ramenez à mon hôtel, et je vois des gens qui ne voient pas bien, mais il a une petite fille de 12 ans qui les conduit. Mais vous voyez cet enfant de 12 ans qui conduit sa maman pour dire, voilà, on va demander l'argent aux gens. Et nous donnons de l'argent. Avec cet argent, ils vont manger ces jours-là. Mais en même temps, moi, je vais aller loin. J'ai dit, cette fille-là qui accompagne sa maman, quel est son destin? Elle se réveille le matin pour faire la mendicité dans la ville. Mais elle-même, quel sera son avenir? Est-ce qu'elle va à l'école? Qui va l'épouser? C'est lui qui l'aura vu dans ces circonstances ou quoi? Mais vous voyez, le destin de cet enfant me préoccupe. Et je peux aller plus loin dans mon imaginaire avec l'enfant qui devient un personnage. Voilà. Ou alors j'arrive dans une classe et je vois un enseignant triste. Moi, ça me frappe. Pourquoi? Parce que, n'oubliez pas, un bon écrivain, il décrit aussi. Oui. J'ai vu l'enseignant. Il est venu vers moi en faisant des efforts pour être gai. Mais dans le fond, j'ai vu dans ses yeux comme de la tristesse. J'ai dit, monsieur, est-ce qu'on peut parler, si vous voulez? Et j'ai vu qu'il évitait la conversation. J'ai demandé, mais qu'est-ce que vous pensez, monsieur, les enseignants? Vous voyez, donc je peux aller dans tous les sens. Surtout que j'ai été enseignant moi-même. À l'époque où on était tellement mal payés que les filles n'acceptaient pas de nous épouser. La fille vous dit, maman, j'amène mon fiancé. On demande, qu'est-ce qu'il fait? C'est un prof. Oh, mais écoute, hein, il ne va pas t'enseigner tout le temps, il va falloir que tu manges aussi. Hein. Si tu vas chez lui, tu vas crever de faim. On a connu tout ça. Mais à ce moment-là, on s'est dit, pourtant, mon travail, je le fais avec conscience. Pourquoi la société nous traite comme ça? Et ça, c'est la révolte qui va inspirer ma plume. Donc, les sujets d'inspiration, il suffit que vous ayez une corde de sensibilité, et il y a tant de choses à écrire. Entre votre spectacle Un fou noir au pays des Blancs et le roman proprement dit, qu'est-ce qui est venu avant l'autre? Ce qui est venu avant, c'est le roman qui s'appelle Un fou noir au pays des Blancs. Alors je voudrais dire, je l'ai dit aux Européens souvent, chez nous en Afrique, quelqu'un peut lire un livre et puis il réunit les gens, laissez-moi vous raconter les livres. C'est ce qui s'est passé. Moi j'ai écrit les livres sans intention de monter sur les planches. Mais un jour à Bruxelles, il y avait une manifestation en faveur des sans-papiers. C'est là que quelqu'un parmi les organisateurs dira, quand on aura fini de marcher, il faut donner la parole aux gens qui ont une visibilité. Pourquoi vous n'appelleriez pas le monsieur qui a écrit les livres? Et on m'a appelé et je parlais pendant 10 minutes et les gens se marraient. C'est alors que quelqu'un qui avait du flair pour le théâtre est venu me voir. Monsieur, tu as vu ce que tu provoques? Tu parles à peine, d'ailleurs tu parles des choses difficiles, mais regarde comment les gens réagissent. Donc tu as un pouvoir quelque part. Et si on t'avait donné 1 heure, je dis, bah, vous me donnez 1 heure, je vais parler. Hein. Tu as de quoi meubler 1 heure? Je dis, mais oui, même plus. Alors un jour, le théâtre s'est organisé, on a invité les gens, et moi je suis arrivé, on m'a dit, tu as 1 heure. J'ai fait 1 heure, les gens ont applaudi, et le succès a commencé ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est le livre qui a précédé le spectacle. Le spectacle. Moi je pensais que c'était le spectacle. Non. Il y a quelqu'un qui a dit que la poésie est avant tout chant et musique. Mais quand on l'enferme dans des livres,
elle perd un peu de... Elle perd quelque chose. Elle perd son aura, elle perd Oui, mais c'est de pour son dire, public. je pense que celui qui a dit que les sons et musique, il voulait dire que ne vous arrêtez pas à ce niveau-là. Oui. Avoir écrit, c'est une chose. Mais donner vie au poème, c'est lorsque vous mettez des gens sur scène et qu'ils parlent, qui, au lieu d'avoir des sentiments, qui vont être réveillés parce que je lis tout seul, mais je déclame ça pour les gens, et toute la salle, nous communions au sentiment de quelqu'un. Regarde un peu dans le Cid de Corneille, Oui. vous avez des poèmes. Mais moi, un jour, j'ai été victime d'une agression à Bruxelles. Et je me suis surpris, alors que j'étais dans l'ambulance, en train de déclamer. Parce que c'était des jeunes qui m'avaient attaqué. Et je me suis surpris à déclamer le texte de Don Diego. Au rage, au désespoir, aux vieux ennemis, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie, et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir un jour fléter le temps de laurier. Mon bras qu'avec l'espace tout l'Espagne admire, mon bras qui t'a des fois à sauver cet empire, ainsi de suite. Mais vous voyez, c'est un texte. Mais voilà que ce texte me permet un peu de me remettre de l'émotion que je venais de subir. Je me mets dans la peau de Don Diego et voilà. Donc quand on dit ça, c'est pour dire que il y a de la musique dans la poésie. Or, la musique, c'est pour être écoutée. Oui. Mais alors, si on a écrit un poème, c'est très bien. Mais si maintenant un metteur en scène prend de la poésie et dit « Venez, il y a une soirée poésie », qui peut même être mêlée à la soirée conte aussi. On peut mélanger et faire un spectacle. Là, on arrive, je vais vous raconter tel poème. Et quand on le fait bien, avec diction, avec rime et tout, eh bien, c'est toute la salle qui savoure. Je pense qu'il veut inciter à ça. C'est le cas de le dire pour les chants Loubala, Kassala. C'est mieux de les chanter que de les consigner dans des livres. Ah oui, mais les consigner dans les livres, c'est une manière de ne pas les perdre non plus. Ah oui. N'oublie pas que le Kassala, à la base, il est oral. D'accord. Mais en même temps, dès qu'une grande oratrice meurt, Oui. elle part avec ce qu'elle avait comme aptitude. Je pense que quand on dit que un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, ça s'applique beaucoup dans le cas des Kassala. Parce que le gars qui fait le Kassala, il a un don. S'il meurt, ça va finir. Alors autant, pendant qu'il est en vie, vas-y, il y va, et on enregistre ça pour sauvegarder. Mais les autres qui vont suivre, ils vont parler aussi, on ne refuse pas, mais c'est de genre oral, et l'oral peut passer à l'écriture pour la conservation. Vous ne trouvez pas que dans nos civilisations de l'oralité, c'est un moyen vraiment indiqué pour que la littérature atteigne un plus grand nombre? Des genres de spectacles. Oui, non, mais je pense que même écrit aussi, parce que lorsqu'on parle comme ça aux gens, on peut parler à 40 personnes, à 50, à 100. Oui. Mais si tu as un livre tiré à 40 000 exemplaires, c'est 40 000 personnes touchées tout de suite. Et souvent, comment on lit chez nous? Quelqu'un qui a lu, il a les livres, il voit les autres. Hey, vous voyez ces livres, hein? On dit ça, on dit ça. Ah bon, je peux lire aussi. Donc, tu vois, de bouche en bouche, ça continue. Donc, l'écriture atteint quand même beaucoup de gens, non seulement pendant ce temps-là, mais dans la durée aussi. L'écriture reste l'écriture. Un texte écrit reste valable, aussi bien pour celui qui va le lire aujourd'hui que pour celui qui le lira dans 5 ans. Vous accordez une place prépondérante à l'humour dans votre roman. Est-ce dire que l'humour fait partie de votre nature ou c'est un moyen pour transmettre un message? Non, l'humour, c'est un moyen pour transmettre le message. Vous savez que ça ne sert à rien de se quereller, ça ne sert à rien de s'insulter, il faut se parler. Mais quand on veut se parler, si les choses à dire sont des choses difficiles, Oui. l'interlocuteur en face n'est pas toujours prêt à vous suivre. Alors comme il n'est pas prêt à vous suivre, vous avez des choses à lui dire qui sont des choses difficiles, dites-les lui, mais avec humour. L'humour, c'est un moyen de faire passer la pilule amère. Quand c'est difficile à entendre, j'y vais avec humour, vous m'avez entendu, c'est ça l'objectif. Surtout quand je parle aux Blancs, je suis chez eux. Hein. Imaginez que je voudrais dénoncer le fait qu'il y a des Blancs qui sont racistes. Oui. Je ne veux pas dire, hey, même le long de la route, hein, vous passez avec votre voiture, on vous fait ça, vous ne vous arrêtez pas. Je vais dire la même chose, mais autrement. Je vais dire, l'autre jour, je partais sur la route et je vois qu'il va pleuvoir. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je parte vite. Je me suis mis le long de la route et j'ai fait comme on fait chez vous, comme ça. Aucune voiture ne s'est arrêtée. Et là, j'ajoute, mais posez-vous la question vous-même, vous qui êtes dans la salle. Comment avez-vous réagi jusque-là, lorsqu'au volant de votre voiture, vous avez vu quelqu'un comme moi qui faisait comme ça? Là, tu entends voler une mouche. Hein? Donc, c'est une manière gentille de leur dire la vérité. Quel est le message que vous avez voulu
transmettre au travers de votre roman Un fou noir au pays de blanc. Et premièrement, pourquoi ce titre-là? Le titre, parce Oui. que quand je suis arrivé, j'ai trouvé que c'est des gens qui vivent dans la solitude. Et moi, je ne pouvais pas m'accommoder de cette solitude-là. Oui. J'arrive dans un village, je m'installe, il n'y a personne qui vient vers moi. Alors, un jour, moi, j'ai pris ma chaise, j'ai mis sur la place publique, avec l'espoir que les voisins qui me verraient viendraient. Ils ne sont pas venus. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sonner à leur porte. Tu t'imagines un blanc qui ouvre sa porte? Oui. J'ai dit, c'est Pi Tchibanda, je viens du Congo. J'habite le village, je viens vous le dire, comme ça vous savez que désormais vous allez devoir compter avec moi. J'ai fait cette expérience-là. Dans un premier temps, ils m'ont pris pour un fou. Avec le temps, ils se sont dit, mais en effet, un noir qui arrive chez nous, il a fallu qu'il vienne sonner à nos portes pour qu'on se rende compte qu'il est là. Ils se sont remis en question. Et ils m'ont dit, tu aurais dû intituler ton spectacle, c'est l'histoire des noirs saints au pays de fous blancs qui ont besoin qu'on saute à leur, qu'on frappe à leur porte pour se rendre compte qu'on est chez eux. Votre livre, c'est un témoignage sur le choc des cultures. Quels sont, selon vous, les préalables à une cohabitation pacifique harmonieuse des cultures? Mais c'est d'appliquer le proverbe de chez nous qui dit « Lorsque tu vas à l'étranger, ne danse pas les premiers. Regarde comment ils dansent et danse comme eux. » Donc une chose, vous arrivez chez autrui, vous les respectez. Vous apprenez comment ils font eux. Vous essayez de faire comme eux, quitte à leur dire plus tard « Ah bon, c'est comme ça que vous faites. Nous, on a aussi une autre manière. Je peux vous montrer ?» Et là, vous montrez l'autre manière. Ça, ils apprécient. Mais pas donner des leçons. Vous savez que je connais beaucoup de femmes blanches qui vont au magasin, elle achète les sombés, elle achète la mwamba. Elle est contente, puis aujourd'hui je mange la mwamba. Soit parce qu'elle avait été ici, soit parce qu'on le lui avait apporté. Je pense qu'il faut y aller avec prudence. Oui. Alors un fou noir au pays des blancs, c'est quelqu'un qui a sonné à la porte, on l'a pris pour un fou, et à la fin, il a remporté. Que représente la culture pour un homme et quelles sont les valeurs de la culture congolaise qui vous ont permis de tenir? Les valeurs de la culture congolaise, c'est une certaine forme de solidarité. Oui. On ne laisse pas quelqu'un qui crève de faim. Dans notre culture, lorsque tu vas dans ton champ, tu récoltes le maïs ou le manioc. Oui. On te dit de ne pas tout transporter, surtout le manioc. Laisse-en un peu là où tu as travaillé, deux ou trois racines de manioc. Mais pourquoi on laisse 2 ou 3? Pour qu'un passant qui va par là, qui a faim, Oui. au lieu de crever, qu'il prenne ça, qu'il mange. Notre culture permet ça. Elle permet la solidarité. Notre culture favorise aussi l'amour et le dévouement par rapport aux aînés. Un aîné redevient enfant parce qu'il perd ses forces. Mais notre culture fait qu'on ne le déconsidère pas, qu'on l'aide toujours. Ça, c'est quelque chose de notre culture. Notre culture fait que nous puissions être solidaires les uns les autres. C'est pour ça qu'on ne se suicide pas. Si en Europe, tu es copain d'une fille à l'école, 3 jours elle n'est pas venue, 4 jours elle n'est pas venue, tu lui dis « Hé, Christelle, tu n'es pas venue au cours, ça fait 3 jours. » Elle va te répondre « De quoi tu te mêles? Ce n'est pas ton problème, ça me regarde. Ah. » Or, nous, ça nous regarde, nous, Africains. Parce que si elle dit « Oui, mais j'étais malade, etc. » Nous allons dire « Mais tu as raté des cours. Hein? » Et quelqu'un peut prendre son cours de physique, il complète pour elle. Un autre prend un autre cours, elle complète. Nous nous entraidons. Mais eux sont tellement suffisants qu'ils n'ont pas besoin de l'aide de quelqu'un. La problématique de votre roman évoque un peu la mondialisation, ce rendez-vous du donner et du recevoir. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour humaniser cette mondialisation qui devient de plus en plus sauvage? On va mondialiser Humaniser la mondialisation. La mondialisation, lorsque nous allons apprendre à faire un partage équitable. Nous, on produit nos minéraux. Oui. Les minéraux vont là-bas, on les travaille, on les arrange, etc. On gagne beaucoup d'argent, mais nous, on n'a que des miettes. Ces derniers temps, on vous parle des statues qui sont dans les musées en Europe, il faut qu'ils rentrent. Oui. Mais ces statues-là, pendant qu'ils sont en Europe, ils rapportent de l'argent. Parce que c'est organisé, les visiteurs et tout et tout. Moi, je leur ai dit, et si pendant que vous les gardez encore, le temps que nous, on construise des bons musées, vous nous donnez un peu la moitié de ce que vous faites entrer dans vos caisses, parce que ça vient de nos pièces. Oui. Bah, tu vois, c'est discutable, c'est des choses dont on peut parler. Vous avez immigré en Europe où, au départ, vous avez connu des problèmes d'intégration avant de trouver votre place et d'être accepté par la société belge. Quel message pouvez-vous adresser aux candidats à l'immigration?
Aux candidats à l'immigration, j'ai dit, si vous pouvez mener votre vie chez nous, menez votre vie chez nous. Ailleurs, on dit toujours que l'herbe est plus tendre chez le voisin. Ailleurs, ce n'est pas comme vous croyez. Ailleurs, il faut se lever à 5 heures du matin pour aller faire un travail manuel. Oh, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Donc, ne pas se précipiter. Regardez l'autre livre que j'ai écrit là qui s'appelle Des clandestins à la mer, qui est une BD. Je fais les scénarios et nous avons demandé à un dessinateur de le faire. Mais pourquoi on écrit ce livre? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des jeunes gens qui vont essayer de traverser la Libye et quand on les attrape, il faut voir comment on les traite. Je ne sais pas si vous avez vu cette photo qui est passée sur WhatsApp. Une femme noire, belle, avec des cheveux bien faits, etc. Attrapée elle aussi. Et quand il fallait pisser, les messieurs là, il arrive, elle ouvre la bouche, c'est dans la bouche de la femme qu'elle pissait. Et quand nous avons vu ça, qu'est-ce qu'on a eu mal? Nos propres sœurs souffrent comme ça. Donc, l'Occident, on fait miroiter l'Occident, des gens qui pensent que c'est bien, mais pour s'y faire une place, ce n'est pas évident. Mais moi, j'arrive, je sonne chez mes voisins, je me présente. À ce moment-là, quand ils voient que vous avez du bagou, c'est eux-mêmes qui vont te demander, mais puis, qu'est-ce que tu fais? Et moi, mon premier travail, j'avais créé une école de devoirs. Et l'école qui a marché. Donc, voilà, c'est comme ça que moi, je me débrouille. Pour finir en beauté, pouvez-vous, en fixant la caméra devant vous, proposer à ceux qui nous suivent une séquence de votre spectacle Un fou noir au pays des Blancs? Je vais donner un spectacle, une séquence de mon arrivée en Belgique. J'arrive en Belgique, la première chose qui me frappe, c'est froid. Oh, qu'est-ce qu'il fait froid? Parfois, c'est moins 10, moins 10 degrés. D'ailleurs, aujourd'hui, mes enfants me disent, papa, profites-en, hein. Ici, ce n'est pas comme tu crois. Bon, on arrive. Et une fois qu'on arrive, il faut maintenant faire la file pour sortir de l'aéroport. Et je vois qu'il y a une file à gauche, l'autre à droite. Dans une file, ça se passe bien, dans l'autre, on se bouscule. Mais d'emblée, comme ça, en tant que cadre congolais, je vais du côté où ça se passait bien. Et quelqu'un vient me dire, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? J'ai dit, je fais la file, vous voyez bien. Il me dit, allez de l'autre côté. Je dis, non, hein. Vous avez vu comment on se bouscule là-bas? Et lui, il me dit, monsieur, vous vous êtes regardé? Et là, je me regarde. Et pour la première fois, je découvre que je suis noir. Un jour, un enfant blanc m'a demandé, mais monsieur, vous découvrez que vous êtes noir. Et avant, vous pensiez que vous étiez rouge? J'ai répondu, avant, je pensais que j'étais un homme tout simplement. Je ne savais pas que j'étais un homme noir. Ma couleur, c'est dans votre regard que je la vois. Bon, alors, maintenant, il faut entrer dans le train. Je vois des femmes assises comme ça, à 4, sur une banquette, et je dis, bonjour mesdames. Elles sursautent. Une me demande, vous nous connaissez? J'ai dit, ah bon? Pour vous dire bonjour, je dois vous connaître. Mais pour vous connaître, je commence par quoi? Vous voyez? Et puis finalement, bon, j'entre dans le train et puis j'arrive à la maison, etc. Et je me mets en dessous d'un arbre avec l'espoir que les Européens viendraient. Ils ne sont pas venus. Alors là, je remets ma chaise et je vais chercher autrement, etc. Voilà. Ça, c'est un peu un extrait du Fou Noir où je raconte mes déboires en Europe. Oui. Fantastique. Là, nous touchons à la fin de notre émission et nous vous disons merci pour votre disponibilité et pour votre prestation. Merci de nous avoir enrichis. Merci. Je vous remercie aussi de m'avoir accueilli. C'était très court parce que mon séjour, c'était prendre des gens faim. Mais quand je viendrai pour un long mois, là, on verra des spectacles beaucoup plus longs et des émissions beaucoup plus longues. Je vous remercie moi aussi. Je vous en prie. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous avons reçu Pi Tshibanda, psychologue, écrivain et conteur congolais qui vit en Belgique. C'est avec lui que nous sommes entretenus autour de la littérature et de certaines de ses œuvres. Nous vous disons merci pour votre attention et vous fixons rendez-vous au prochain numéro de Belles Lettres. Bye bye.